Allemand d'origine, fils d'un riche homme d'affaires, très jeune, Helmut Newton se passionne bien plus pour la photo que pour ses études. À 12 ans, il achète son premier appareil, ses sujets des scènes de rue à Berlin. À 16 ans, il se jette à l'eau, apprend le métier, étudie le nu et le portrait. 2 ans plus tard, c'est le goût de l'aventure qui l'habite. Il s'embarque direction la Chine, s'arrête à Singapour et s'engage dans l'armée australienne. Son appareil en bandoulière, Helmut Newton ne fixera pas son objectif sur les kangourous et leurs cabrioles, mais bien plutôt sur des créatures de rêve qu'il façonne à son image. Des clichés provocants, parfois surréalistes. Newton, c'est aussi ce chroniqueur mondain qui navigue dans les lieux in. Il est là où il y a à voir et où il faut être vu. Voilà de quoi alimenter son univers féminin où se mélange un érotisme tantôt brûlant, tantôt glacial. Et dans sa galerie des portraits, on retrouve Paloma Picasso, Catherine Deneuve, la princesse Caroline, Anna Schygulla, Romy Schneider, Karl Lagerfeld, Mick Jagger, Salvatore Dali et bien d'autres encore. Et puis, la mode fait aussi partie de son univers photographique. Il figure dans tous les magazines spécialisés. Aujourd'hui, sur les hauteurs de Monte-Carlo, Helmut Newton a tout le loisir d'exercer son troisième œil, quelque peu pervers et légèrement voyeur. Helmut Newton, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Ce portrait, est-ce qu'il vous est conforme et est-ce que ce titre également, est-ce qu'il y a une loi de Newton en manière photographique? Je ne crois pas du tout. J'espère que non. Vous êtes certain? Vous n'avez pas un truc moi, j'ai un truc, 2 trucs, quand il faut l'avoir, mais je préfère pas les utiliser. Et on a l'impression, par rapport à voir votre sac, quand vous vous déplacez, que vous n'utilisez pas, vous n'êtes pas le corps bardé d'appareils photo. C'est étonnant. Très peu. Non, non, moi, je préfère me concentrer totalement sur la personne que je photographie ou le sujet, plutôt que me tracasser avec des gadgets, des trucs comme ça. Alors, vous êtes entouré d'un léger parfum de scandale, bien cultivé, il faut le reconnaître. Et alors, on a dit que vous étiez un petit peu pervers et voyeur. Est-ce que vous avez le sentiment, en tout cas, d'être pervers et d'être voyeur? Moi, j'aime bien, on a dit de moi, je suis un bon observateur. Et je dis la même chose moi-même. J'aime regarder les gens parce que beaucoup de choses que je photographie viennent de ce que je vois dans la vie. Et chez moi, comme vous avez vu, il y a des longues vues. En général, il n'y a pas grand-chose à voir à Monte-Carlo. Nous sommes des gens tranquilles et bien élevés, malheureusement. Mais il y a des bateaux de guerre, souvent devant ma fenêtre. Alors Helmut, la dernière fois qu'on s'est vu dans votre appartement de Monte-Carlo, alors vous avez, il faut expliquer, vous vivez dans une tour, on ne dira pas laquelle. Alors vous avez une vue absolument splendide et vous avez sur trépied ce même genre d'appareil. Est-ce que vous avez pu surprendre des scènes intéressantes? J'ai l'appareil comme ça, mais malheureusement, je ne vois pas la même chose. Non. Tout ce que je vois, comme j'ai dit, c'est le bateau de guerre. Et ce qui se passe chez les voisins, que je regarde pendant les nuits d'été, quand j'ai rien d'autre à faire. Pendant les derniers 6 ans, j'ai vu une scène l'année dernière qui était amusante, qui était très drôle. Et j'ai appelé ma femme, j'ai dit, regarde, est-ce que c'est 2 hommes ou c'est une femme et un homme, parce que mes yeux ne sont pas très bien. Alors, ça, c'était assez amusant. Il y avait plusieurs personnes qui sont rentrées dans la même pièce. Mais il faut dire, pour 6 ans, the record is not too good. Ça veut dire, on peut faire mieux. Hein. On peut faire mieux. Lui, il a fait mieux, pas une femme. Ouais, ça vous inspire vraiment des cadrages et des scènes que vous allez pouvoir photographier? Ou pas du tout? Non, pas du tout. Ce qui m'inspire, en effet, c'est quand je suis dans les lieux publics et je vois la vraie vie. Puisque je suis sur la plage ou sur une terrasse de café. Et c'est qu'on voit ou on lit dans les journaux qui la vraie vie est beaucoup plus bizarre et baroque sur tout ce qu'on peut imaginer dans sa tête. Est-ce que vous travaillez uniquement avec des mannequins professionnels ou vous aimez bien justement photographier des gens qui ont un quotidien un peu étonnant? Ben, ça dépend. Quand je fais les portraits, c'est différent. Ce sont ce que j'appelle les vrais gens. Les mannequins, nous n'appelons pas les vrais gens, ce sont les modèles, parce qu'on n'a rien à voir avec leur vie.
Est-ce que vous êtes agressif et exigeant avec les mannequins? Je suis exigeant avec moi, et on est professionnel, on est payé. Donc, il faut livrer. Mais je ne suis jamais agressif. Et il y a des histoires qui courent qui sont drôles, qui sont peut-être un peu dures, et qui ne sont pas vraies. Hein? Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Ben, il y a une histoire que j'ai appris il y a très peu de temps. Il existe une photo dans le livre qui s'appelle « Un monde sans hommes ». Et là, il y a une fille qui est accrochée à un hélicoptère que j'ai fait à Hawaï, au-dessus de la mer. Et cette jeune fille a dit à un journaliste « Ah, il paraît que c'est un monstre, Newton. Il a mis cet hélicoptère au-dessus d'une baie qui était infestée de requins. Infestée de requins. » Alors moi, j'ai trouvé cette histoire absolument formidable, mais il n'y avait pas un requin pour je ne sais pas combien de kilomètres. Ah bon, ben ça va, ça alors ça, je suis gentil, je ne ferai jamais ça. Ça nous rassure quand même. Alors, autre de vos capacités, c'est de faire des portraits de stars. Alors là, on voit, c'est une photo quasiment prophétique, c'est Andy Warhol, qui est aujourd'hui décédé. Vous n'avez quand même pas fait cette photo sur son lit de mort? Non, non. Catherine Deneuve? Oui. Facile à photographier ou non? Oh, facile, absolument facile, très professionnelle, une femme formidable, formidable. Mick Jagger? Que je connais très peu, c'est la seule photo que j'ai faite de lui. Je crois que j'ai fait une autre, mais ça c'est la première. Il y a longtemps j'ai fait cette photo. Est-ce que c'est on vous demande ou c'est vous qui demandez à faire les photos? Ça dépend. Quelquefois, en général, c'est une commande d'un magazine. Quelquefois, ce sont des amis que je connais, que j'aime. Et quelquefois, je demande, je dis au magazine, j'ai envie à photographier telle et telle personne. Alors, une photo délicate, c'est Serge Gainsbourg, Jane Birkin. Alors, c'est assez étonnant parce que vous aimez beaucoup les bas, mais pas tellement le porte-jartel. C'était une des rares fois, quand même. Je trouve moi, j'ai fait des porte-jartels dans le passé et je trouve que c'est un peu démodé maintenant. C'est un peu démodé, oui. Ouais, pour moi. Pour vous. Ben, vous savez, c'est un point de vue personnel. Il y a des gens sûrement... Monica Vitti. Ah ouais, formidable. Elle a les jambes nues, là, c'est aussi une autre de vos fascinations? Non. Non. Elle porte toujours les mêmes bains qui donnent l'effet des jambes nues. Ah, ça doit vous plaire particulièrement, alors. Ah, Jack oui. Nicholson. Oui. Être tourmenté. Vous travaillez comment avec des gens comme Nicholson, par exemple? On va essayer de ne pas retenir trop longtemps. C'est ça. C'est un peu comme... Ouais, mais c'est un peu votre tempérament aussi. C'est-à-dire que j'ai cru comprendre que les choses vous ennuyaient facilement et très vite et que vous n'aimiez pas que ça dure trop longtemps. Oui, mais quand même, quand c'est qu'une demi-heure ou quelque chose, je peux le faire s'il faut. Mais quand je suis vis-à-vis d'une personne, je dois faire le portrait. J'aimerais avoir un peu plus longtemps que ça. Alors, bon, il y a le portrait, ça c'est un genre. Il y a facilement des nus également dans vos photos. Est-ce que c'est vous, par définition, qui aimez déshabiller les femmes ou les femmes vous proposent que vous les déshabillez tout simplement? Ça dépend. Quand je fais des nus pour un livre, quelque chose, bien sûr, je cherche des filles qui sont à l'aise. Je ne vais jamais demander à une fille qui a des doutes, parce que ce n'est pas possible, ça ne va jamais marcher. Il faut qu'elle est à l'aise et ça peut marcher. Ce n'est même pas une question de beauté, c'est plutôt une question de choses qui se passent dans la tête, parce qu'un corps parfait, ce n'est pas très intéressant en tout cas. Quand je fais des commissions privées, c'est-à-dire une personne me demande à faire son portrait, souvent, quand c'est une femme, se produisait qu'elle a voulu être photographiée nue ou dans une certaine manière qui rappelle de certaines photos dans mes livres. Est-ce qu'on vous a déjà demandé de faire des photos d'événements que vous avez refusé de faire? Mais des événements, parce que je ne suis pas un reporter. Non, mais enfin, pour des photos mondaines comme ça, puisque vous avez dans 2-3 de vos livres certaines photos qui font référence à des grandes histoires. Franchement pornographiques. Voilà, carrément. On parle de ça. Oui, on m'a demandé et j'ai dit oui 3 fois parce que les couples qui m'ont demandé étaient d'abord agréables à regarder. Ce sont des gens comme vous et moi et tout le monde
que j'ai rencontrés chez des amis, et ils sont des amants, ils sont mariés. Alors là, je trouve ça très intéressant. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans tous les cas où je fais ça avec des gens privés, mariés ou non mariés, mais toujours alliés, qu'ils me signent ce que nous appelons un release form. Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est une décharge, en fait. Oui, une décharge, que je peux le publier ou exposer. Alors ça, c'est quand même très extraordinaire. Que les gens acceptent. Que les gens acceptent, parce que je ne fais jamais une photo juste pour mettre dans le tiroir. Un jour, je vais l'utiliser. Peut-être je la garde pour moi pour 10 ans. Mais un jour, quand ça va dans le projet, et j'ai plusieurs projets de temps en temps, j'ai le droit de l'utiliser. C'est ce qui fait que vous aimez, finalement, vous acceptez volontiers la critique, parce que vous dites que les travaux sont faits, non pas pour rester dans les tiroirs, mais pour être montrés à tout le monde, quoi. Absolument. Moi, je crois que n'importe un acteur, tout le monde qui met son travail devant le public doit accepter, absolument, doit accepter une critique. Moi, j'ai jamais écrit, je me plaignais jamais. J'ai beaucoup de mauvais. Hein. Ils sont tous dans le pressbook. Hein. Ils sont quelquefois très amusants et très durs. Mais ça, j'aime, j'accepte totalement. Moi, je connais des photographes qui, très connus aussi, qui écrivent des lettres aux critiques. Alors ça, je trouve totalement idiot. Ouais, et inutile, en l'occurrence. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne peux pas demander que tout le monde aime ce que je fais. Ce sera rasant, en plus. Alors, en ce qui concerne la photo de mode, alors c'est un genre que vous aimez beaucoup, mais discrètement quand même. Vous aimez bien. Non, j'étais, vous savez, pour 50 ans de ma vie, j'étais un photographe de mode. J'ai fait la plupart de mon travail. J'ai commencé comme ça. J'ai voulu être photographe de mode. J'ai abandonné après presque 50 ans. Parce que je trouve ça à faire. Longtemps, il y a autre chose à faire, vraiment. Alors, il y a un paradoxe, parce que vous êtes capable de faire des photos de mode qui sont très belles, qui vantent magnifiquement le produit, parce que c'est quand même là le but du truc. Et alors, vous-même, vous avez une espèce de philosophie de la mode et une tendance, finalement, à aimer les uniformes. Et pourquoi? Parce que moi, je m'habite toujours pareil, des jeans, des sneakers comme ça. Il faut peut-être les montrer à la caméra, parce qu'elles ont un prix. Combien elles valent déjà? 42 $? Non, maintenant, c'est augmenté à 43 $. Et c'est comme un uniforme. Moi, j'aime l'idée. Ma philosophie de la mode, j'aime ça beaucoup. J'ai pas amené mon nouveau, parce que j'ai fait faire à Hollywood nouveau. Une ceinture? Ceinture western, style western. Mais avec votre nom derrière, c'est ça? Non, c'est uniquement il a uniquement l'initiale, en rubis. Ah, pas mal quand même. Et puis alors, vous ne portez pas de cravate ce soir, il faut préciser une chose, vous n'avez... J'ai amené. Oui, mais vous avez combien de cravates au total? 3, je crois. 3? Oui. Depuis 50 ans? J'ai un papillon parce que ma femme m'a offert un smoking il y a 10 ans, je crois, que je porte pas souvent. Et là, il me faut un papillon. Ah, quand même. Alors, bon, les uniformes en ce qui concerne le goût esthétique, c'est-à-dire parce que vous dites que c'est des choses qui sont bien faites. Oui, je crois l'uniforme est une idée de la mode. C'est-à-dire, souvent, ils sont très chics. C'est même dans la passé, certains uniformes modernes sont chics. Ils sont faits pour servir pour une cause qui est très bien. Alors, vous rester frais pendant la chaleur ou être bien couvert quand il fait froid, comme les jaquettes pour les aviateurs et tout ça. Il y a une philosophie de besoin. Alors, dès qu'il y a une raison pour tout ça. C'est pas parce qu'il y a des fleurs partout. Pour moi, la femme qui s'habille comme ça, moi je connais quelques femmes. Pour une jeune fille, c'est différent. Je ne parle pas des jeunes filles qui vont avec la mode. C'est totalement normal. Mais des femmes d'un certain âge, je crois, c'est bien avoir la philosophie de uniforme. Et est-ce que c'est votre origine berlinoise qui vous fait aimer également la fanfare, la musique militaire?
J'aime les valses viennoises, j'aime country and western, j'aime les marches, certaines marches militaires, j'aime beaucoup. Helmut Newton, il y a une chose qui fait partie de votre univers, ce sont les femmes et non pas les jeunes femmes. Vous n'aimez pas tellement photographier des jeunes femmes, si? Oui, mais automatiquement, les mannequins sont assez jeunes. Mais en règle générale, on a le sentiment que vous avez un concept bien précis de la femme. Alors, comment doit-elle être pour figurer sur une de vos photos? Je suis plus intéressé par une femme. Si je sors avec... Qu'est-ce qu'une fille de 18 ans? Je suis intéressé dans la jeunesse, beaucoup, parce que j'ai un contact très près à cause de mon assistant qui a 24 ans, les filles avec lesquelles je travaille. Mais avec les mannequins, je ne parle pas beaucoup. Je parle beaucoup, j'ai un contact quand je donne des conférences dans les universités où je fais, quelquefois, pas souvent, je fais un workshop. Et j'ai un contact avec des jeunes photographes qui viennent me voir, spécialement aux États-Unis. Mais cette idée des femmes... Les mannequins, c'est une race très différente. Mais cette idée quand même que vous avez développée, la thématique que vous avez développée dans vos photos, c'est-à-dire des beautés froides quand même, ah oui. très chic. Oui, il y a une certaine leitmotiv qui court dans mes photos de femmes, et c'est jamais des jeunes filles, même si elles sont jeunes, on les fait faire très sophistiquées. On dit que vous aimez beaucoup l'aspect luxueux et futile de la vie. Est-ce que c'est parce que vous êtes snob? Non, je ne suis pas snob du tout. Non, moi je viens d'une famille bourgeoise. J'étais très pauvre dans ma vie. Pour beaucoup des années, je n'ai pas eu un sou même. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie pour gagner ma vie. Quand j'étais jeune, j'étais camionneur, que j'ai beaucoup aimé. J'ai travaillé sur les chemins de fer et tout ça. Et quand je suis marié, j'étais photographe, jeune photographe. J'ai pas eu beaucoup d'argent, très peu. Ma femme et moi, on a vécu à Paris, on a mangé de la viande 2 fois par semaine. Parce qu'à cette époque-là, il y avait un vin rouge qui s'appelle vin de postillon à 1 franc le litre. Et on a bu et c'était super. Pour nous, c'était très bon. J'étais si snob, sans argent, que quand j'ai un peu... Maintenant, j'ai un peu d'argent, heureusement, et qui donne une libération. C'est ça, c'est la seule bonne chose avec l'argent, qu'on est libre à dire non, je ne veux pas travailler pour ça, je choisis ce que je veux faire. Mais je ne suis pas snob, mais le monde que je photographie, c'est un monde que je connais. Je ne suis pas un reporter, ni je suis intéressé à photographier des clochards dans la rue. Même si je trouve c'est très intéressant, il y a beaucoup de photographes qui le font très très bien. Mais si je le fais, c'est un peu gratuit. Vous avez profité d'un excellent moment pour la photo, puisque finalement, à partir des années 60, l'image va rentrer de manière très claire dans les foyers et dans le quotidien, peut-être plus que jamais dans l'histoire. Est-ce que vous avez eu l'impression de participer à la modification iconographique des choses? J'ai eu cette grande chance à vivre pendant une époque où la photographie devient quelque chose d'important dans la sociologie, dans la vie quotidienne. Et aussi que un photographe maintenant est plus la dernière ordure. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, et j'ai dit à mon père que je voudrais être ou cinéaste ou photographe. Il était absolument choqué dans l'Europe ou en Amérique. Je ne sais pas pour les pays de l'Est, je ne peux pas savoir. Sans doute moins. Mais ici, chez nous et en Amérique, une influence incroyable. Et ce qui m'étonnait, quand nous avons fait la double page, ma femme a fait la mise en page de la double page de Andy Warhol et Dali, il y a 2 ans, je crois, quand elle a fait la maquette. On n'a jamais pensé qu'il y a... Et Dali était très, très malade déjà. Vraiment malade, parce que c'est la photo que j'ai faite, la dernière photo dans le livre, le montant avec le tuyau. On n'a jamais pensé que Andy va mourir avant Dali. C'était impensable.
Et vous vous êtes essayé en tant que photographe à faire comme les peintures de Delvaux, et c'est quelque chose que vous avez vite abandonné. Oui, je regarde certains tableaux. Je ne regarde pas beaucoup l'abstrait, ça ne m'excite pas du tout. Ce qui m'excite beaucoup, c'est le pompier, toute la peinture. Enfin, pour être précis, pour oui, les téléspectateurs, on parle ce qu'on appelle les tableaux pompiers, qui sont des grandes scènes. Oui, mais, par exemple, Delvaux, quand j'ai découvert il y a longtemps Delvaux, j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai essayé à photographier, à grouper mes modèles dans cette manière, mais j'ai vite réalisé que la caméra, c'est impossible que la caméra peut reproduire ce genre de scène où on a un grand angle et c'est mauvais, où on a une longue focale, et bon, là, il faut poser pour... faut fermer à 64 ou je ne sais pas quoi, et poser pour très longtemps. Ça, c'est la seule façon, peut-être, de le faire. Mais malheureusement, on n'a pas encore, vous savez, nous, regardez, l'œil humain est quelque chose de tellement extraordinaire comme instrument, la mise au point automatique, et que ce qu'on voit est traduit par le cerveau. Il faut oublier, quand on fait la photographie, il faut oublier les yeux. Il faut penser à cerveau. Il ne faut jamais penser au cinéma. Jamais. On peut être inspiré. Mais il faut, par exemple, quelquefois, on me demande de faire des photos sur plateau. Et reproduire ce que le cinéaste a fait. Impossible. Ça devient totalement banal. Quand vous dites la relation avec le cerveau, ça veut dire que vous ne dessinez jamais vos photos avant de les faire? Vous ne pouvez pas. Par contre, vous êtes venu avec un petit objet là, qui est votre calepin. Peut-être prenez-le. Alors, oui, vous avez la particularité, qu'est-ce que vous en faites dans ce calepin? Ben, comme je ne peux pas dessiner, je n'ai pas de talent, j'écris, je fais des notes, j'ai montagnes comme ça, des petits livres cahiers comme ça, et je voyage. Et ce sont que je voyage avec, et quand je ne voyage pas, j'ai votre carte et j'écris partout. J'ai toujours une stylo avec moi. Et vous pouvez nous dire, par exemple, qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce que vous marquez Mais bon, il y a certaines choses, je crois, qui ne sont pas pour le public. Si, vous pouvez dire. Prenez la plus audacieuse des choses. Mais il y a, par exemple, il y a une scène avec des motos décrites là, que j'ai fait enfin pour Playboy, que j'ai réalisé à Los Angeles récemment. Et là, que j'ai dit, j'ai fait des photos pour Mario Valentino. It says, an almost naked girl that shakes stones out of her shoe on the beach in Monte Carlo. Ça décrit des photos, qu'est-ce que ça décrit là? Il y a sûrement des choses posées là. Il faut le trouver. Hein? Je ne sais pas. Il y a tellement de choses dedans. Et la date, je ne sais pas, ça c'est commencé. Voilà, surtout la pornographie. Voilà, alors qu'est-ce que vous prenez comme note sur la pornographie? Je crois que c'était quelque chose que j'ai écrit sur la pornographie. I've got to be careful. Il faut que je fasse attention quand même. Hein? Vous faites bien durer le suspense. Ben, voilà, ça dit, ça dit Sophie Marceau, que j'ai photographiée, je ne sais pas, il y a 4 ans, qui a détesté la photo que j'ai faite. En effet, j'ai fait ça avec Sigma, pour Sigma. Et on m'a montré des photos d'elle. Et est-ce que tu as envie de la photographier? Avant, elle était encore très, très connue. J'ai dit, oui, elle est belle. Alors, elle est venue, on l'a envoyée à Monte Carlo. Alors, j'ai dit, comme black torn dress, red torn dress, ragged black leather gloves, high-heeled shoes, bas noir fin, très fin, juste un élastique pour pas de porte-jartel. Pour les bas, donc. Etc. En tout cas, bras balconnés, soutien-gorge balconné. Très important, manifestement. Très important. Pour mettre en Alors, en tout cas, on a fait des photos, on a fait une séance qui a duré toute une journée à peu près. Et
elle et la compagnie de disques sont refusés à passer. Elle a trouvé ça absolument ignoble. Mais en tout cas, ils étaient chics, ils sont payés quand même. Ah bah ça va alors. plutôt le travail. D'accord. Alors là, ce qu'on est en train de voir, c'est, on vous voit travailler. Alors il y a une chose que tout le monde dit, c'est que quand même dans votre jeunesse, vous avez été très très sévère et que l'âge aidant, on devient beaucoup plus souple et tout en étant aussi exigeant, mais beaucoup plus sympa. C'est vrai? Je crois que avec tous les jeunes photographes sont pareils. On n'est pas sûr de soi, alors automatiquement, essayer d'être plus exigeant. Et aussi le fait qu'on a un appareil dans la main, il paraît que ça donne un pouvoir qu'une personne sans appareil n'a pas. Et ça, il y a une vérité là. Mais quand on devient un peu plus mûr ou âgé comme moi, bon, on devient plus gentil. Alors, que vous le vouliez ou non, aujourd'hui, vous êtes de votre vivant exposé dans les musées. Même si vous dites que ce n'est pas tellement important, mais que c'est quand même agréable, vous en retirez quoi? Oui, c'est très important. C'est important. Mais je dis toujours, cette film, ça fait 2-3 ans, je crois, c'était fait. Parce que je vois ça, la différence là et maintenant. Le vieux crocodile devient plus vieux. Et je dis toujours la même chose, mes photos ne sont pas faites pour les murs d'un musée. Et je suis contre le fine art, parce que je trouve les uniques photographes qui sont virils et qui existent. C'est pour ça que j'ai cette admiration pour les paparazzi. Parce que ce sont des gens ou des photographes de quotidien, de presse. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Hein. Oui. Alors, en tout cas, je crois que quand un jeune photographe, maintenant ils sont tous obsédés, les jeunes, avec l'art. Ils se demandent avant, ils appuient sur le bouton, ils se demandent, est-ce que ça va être une pièce d'art? Si on fait comme ça, il n'y aura plus de photos du tout. Tout va être disparu. Il faut faire des photos pour... Il ne faut pas penser, on n'est pas un peintre, nous ne sommes pas Rembrandt. Alors, ce qu'on a pu voir dans ce document qui était très intéressant, c'est de voir des très grands tirages. À votre avis, la photo, c'est fait pour être pratiquée sur une table, pour qu'on feuillette un album, ou bien vous aimez vraiment faire d'immenses tirages et qu'ils soient vendus en tant que pièce unique? Ça vous plaît, ça? Non, je suis totalement contre le numérotage des tirages. Je trouve ça, c'est comment on dit... Une escroquerie? Non, je ne dis pas... Moi, je trouve ça toujours douteuse, parce qu'il y a un négatif. Et si le photographe détruit son négatif, je trouve ça prétentieux. Parce que la photographie était pensée, faite pour diffuser, pour assez peu d'argent. Si on veut faire... moi, je numérote jamais mes photos. Si je voudrais... faire 1000 tirages, je peux. Mes tirages, je ne vis pas de la vente. Ouais, ça ne vous intéresse pas tellement. Mais l'idée du grand format en photo, c'est quelque chose qui vous séduit. La photographie, c'est un format, c'est ça et c'est la grande. C'est tout ce que vous voulez. Pour certaines choses, je préfère un grand format. Mais il n'y a pas tous les sujets qui vont avec. Ça, il faut faire très attention. Quand rien se passe sur une photo, ça ne devient pas mieux. Être grande. Alors, une autre chose dans ce document, vous n'êtes pas tendre avec vos confrères. Vous savez, j'ai des bonnes relations, mais beaucoup de photographes, je trouve, à cause de ce qu'on a parlé de l'art, très prétentieux. Et bon, j'ai deux copains très près. Il y a un à Londres qui s'appelle Bailey, que j'adore, un autre, c'est Ralph Gibson à New York. Les deux sont un fait très commercial et l'autre, il est un des plus importants fine art photographers des États-Unis. Mais on passe des jours ensemble formidables et on rit beaucoup. Et Gibson, par exemple, long avant que je l'ai connu, j'ai acheté ses livres parce que j'ai trouvé très intéressant. Maintenant, je trouve ces photos, j'ai trouvé plus intéressant son travail il y a des années que maintenant, et on discute sur ça.
Bon, parce qu'on a des vues différentes, ça ne fait rien, c'est une bonne chose. Alors vous avez une vue qui est très personnelle sur le livre de photos. Vous en avez fait combien jusqu'à maintenant? Je ne sais pas, je crois qu'il y a 7 ou 8. Et vous en pensez quoi? Je pense que je ne fais plus de livres. Ouais. Le dernier, alors on peut le dire pour les collectionneurs, c'était le portrait. C'est le portrait. Ça, je crois, je vais rester... je ne vois pas, ça ne veut pas dire que je vais changer d'avis, mais pour le moment, je trouve le livre est trop coûteux. Ça prend trop longtemps à faire, c'est pas moderne. Alors j'ai pensé pour longtemps à faire ce que j'appelle Helmut Newton's Illustrated. Alors vous avez trouvé donc une nouvelle formule, qui est une formule beaucoup plus simple, très légère. À peu près combien de photos par numéro? Il y a 32 pages, 32 photos. Voilà, alors on est en train de voir des mais photos. Ça c'est le livre. Alors ce Newton Illustrated, l'idée c'est que ce soit quelque chose de très léger. Que je peux faire vite, c'est-à-dire quand j'ai une idée dans ma tête, je peux le produire dans moins de 12 mois. Et ça va coûter, ça coûte cher parce que c'est vraiment une impression, le meilleur on peut avoir. C'est l'équivalent de 40 francs suisses à peu près. Oui, 150 francs français, 30 dollars. Ouais, ça fait à peu près 40 francs suisses, oui. Ce qui n'est pas très cher non plus. Non, mais quand j'ai pensé à avoir... Le numéro 1, on a vendu à 12 dollars. Parce que j'ai voulu le faire comme ça. Mais j'ai vu que ce n'est pas possible. En fait, vous êtes comme un marchand de drogue. Vous ne vendez pas cher les premières fois, puis après, vous augmentez les prix. Oui. C'est un peu ça. Alors, on dit que c'est votre nouvelle danseuse et l'histoire est très belle par rapport au Newton Illustrated. C'est parce que vous avez voulu reproduire quelque part le titre de votre enfance. Ah oui, parce que quand j'étais jeune, à la maison, chez mes parents, j'ai regardé, feuilleté tous les journaux avec des photos dedans. Parce que Berlin était vraiment... comment on dit, le berceau, le berceau, la capitale. Les berceaux de photojournalisme comme on le connaît aujourd'hui. Il y avait une spécialement qui s'appelait le Berliner Illustrierte Zeitung. Et moi, en mémoire de mon enfance, j'ai choisi le titre Illustrated parce que d'abord c'est un honorable titre. Il y avait en France l'illustration. Très beau journal, du reste. Très, très beau. Il y avait le London Illustrated News, je crois qu'il existe toujours, et très beau maintenant, totalement différent, mais toujours là. Il y avait Berlin Illustrated, il y avait autre chose appelé ça. Et j'ai copié le logo de Berlin Illustrated exactement en hommage, mais personne ne le sait parce que moi je les jeunes gens ne sont jamais entendus parler ni sont vus une copie de cette publication. Alors c'est plutôt pour moi que pour une autre personne. Alors il y a 2 numéros qui sont sortis. Le 3e, vous allez le faire là prochainement. Désespérément, ça fait plusieurs heures que j'essaye de vous arracher le sujet. Est-ce que vous allez enfin nous le dire ou pas du tout? Non. Personne ne sait. Ma femme le sait, mon assistant le sait. Ouais. Et une autre personne qui... Mais non, je crois que c'est plus amusant pour le public. Ce n'est pas un grand public, vous savez. Je ne suis pas un press baron. Vous savez, ce n'est pas exactement un journal de grand tirage. C'est très petit. Mais je trouve que les gens qui achètent, c'est bien avoir une surprise. Qu'est-ce que vous pensez en règle générale? Vous vous dites, je vais prendre mon temps, mais je vais quand même le faire rapidement. C'est-à-dire que je vais mettre 12 mois pour faire un album qui comprend combien de photos à peu près? Un minimum 32. 32 photos? Mais peut-être plus. Quelquefois, ça dépend sur la mise en page. Et quand on vous soumet des photos d'amateurs, vous réagissez comment? Bon, okay, si je visite une famille à la maison, ils voilà. La tante Agathe, c'est pas très amusant. Non. Alors tout à l'heure, pendant qu'on se promenait avant de rejoindre le studio, vous avez vu quelqu'un qui faisait des photos et discrètement vous avez dit qu'il ferait mieux d'arrêter. Vous avez vu tout de suite pourquoi il faisait des photos moches. Pardon, j'ai pas compris. Oui, quand on se promenait tout à l'heure, vous avez vu un personnage qui faisait des photos, vous avez dit qu'il ferait mieux d'arrêter. Ah oui, là, sur la place. Oui. La façon même, en regardant le monsieur, j'ai compris tout de suite, et vous aussi, qu'il ne va jamais faire une photo. Et la manière dans laquelle il a commencé trop tard, je crois. C'est un talent
trop tard. Ouais. Quand vous dites une photo, ça veut dire que vous avez une définition, pour vous une photo, la définition précise, c'est quoi? Oh, c'est tout, c'est une vie, c'est tout, vous savez, c'est toute ma vie avec ma femme. Ah, c'est un moment, c'est extraordinaire. Votre femme dont vous parlez beaucoup, c'est la fameuse photographe qui s'appelle Alice Springs. C'est vous qui l'avez formée? Moi, je suis plus fameux qu'elle, j'espère. Ah oui, c'est bien pour ça que vous êtes là. Mais elle fait des progrès importants. Ouais. C'est elle qui a fait les photos qui figuraient dans ce portrait. Vous êtes sévère quand même avec elle? Non. Non. Ah oui, mais elle est très bien, hein, vraiment un formidable portraitiste. Oui, parce qu'elle va voir la VHS de cette émission. Alors, comment vous réagissez? On voit beaucoup de photos de vous qui sont en noir et blanc plutôt qu'en couleur. La couleur vous ennuie? Non, vous savez, la couleur est très difficile, pour moi en tout cas. Et je sais qu'après, une fois la photo est prise, je peux exprimer, moi, mieux avec certaines manières de tirer dans le labo. Parce que je vois, quand je fais une photo en noir et blanc, je sais exactement comment je voudrais voir le tirage terminé. Ça, c'est important. La couleur en tirage, en négatif, j'ai jamais travaillé avec. Je travaille toujours en diapositive. Et ça, c'est un peu compliqué. Un peu compliqué. Mais j'aime la couleur. Pour moi, c'est une discipline que j'accepte. Et ça me fait du bien à faire quelque chose où je ne suis pas si à l'aise, mais je fais pas mal. Je ne suis pas mauvais. Il y a une chose dans votre existence qui est très nette, c'est que vous avez voulu être photographe de presse au départ et ça ne s'est pas très bien passé, je crois. Non, c'était très mal passé parce que quand j'étais jeune, je me vu comme foreign correspondent avec beaucoup d'appareils. Et je suis arrivé à Singapour et on m'a offert un travail à la Straits Times, qui est toujours, je crois, le plus important quotidien de Singapour. Et après 2 semaines, on m'a foutu à la porte parce que le temps que j'ai pris pour régler, comme j'ai dit, après tout était parti. Les dames du thé à 5 o'clock tea à la maison du gouverneur étaient parties. Je suis rentré au bureau avec rien sur la pellicule. Helmut Newton, vous éprouvez une véritable fascination pour les paparazzi. Pourquoi? Parce que je les ai connus. Alors, quand j'ai vu la première fois Dolce Vita par un des plus grands maîtres du cinéma, Monsieur Fellini. Fellini, j'ai vu ce film, je ne sais pas, 10 fois, d'extraordinaire. Et je crois que c'était, je ne sais pas, dans les années 60. J'ai travaillé beaucoup pour des magazines comme Vogue Italia, etc. Et j'ai décidé, je voudrais faire, parce que je toujours prends mes sujets de la vie ou du cinéma. Alors la vie, le cinéma, alors les paparazzi existent. Et leur quartier général était dans le Café Greco. Alors je suis allé avec un ami romain, parce que je ne parle pas italien, et il m'a montré. Il a fait un rendez-vous avec ce qu'ils sont appelés à l'époque le roi de paparazzi, qui a eu un paquet au bar du Café Greco qui maintenant n'existe plus parce que c'était fermé par sanitary police. Ah oui, le service sanitaire. Ouais. Oui, parce qu'il paraît qu'il y a beaucoup de choses qui sont bougées dans la cuisine. Il ne doit pas bouger. Et c'était là pour des siècles. Bien sûr. Et il était au bar, et là, il a devant lui son verre, il a un paquet de Marlboro. Il m'a expliqué très discrètement, il a dit, vous voyez le monsieur en bas, là, du bar, c'est un général des services secrets qui est embrouillé, on dit, dans une affaire scandaleuse. Ouais. Et je fais des photos de lui. Et dans son appareil, le paquet de Marlboro, il y avait un appareil. Alors, merveilleux. Alors, et il m'a présenté des paparazzi qui sont des jeunes garçons qui viennent de la campagne, ne comprennent rien de la photographie. On leur donne un appareil, 2 appareils. Ils sont sur une genre il y a un avec noir et blanc, et avec de la couleur, montés ensemble, et avec un déclencheur qui déclenche les 2 au même temps. L'appareil est réglé, il y a une flèche dessus, et il travaille toujours à 2. C'est-à-dire, il y a un qui bouscule le sujet,
quand le star sort de restaurant, il crée une scène et l'autre qui fait la photo. C'est toute une nouvelle race à l'époque, c'était toute une nouvelle race de photographes. Alors vous allez couvrir le festival de Cannes cette année, est-ce que vous allez vous comporter comme ça ou pas du tout? Non, j'ai créé des scènes parce que les paparazzi me connaissent un peu. Je crois on s'entend un peu parce qu'ils sont gentils avec moi, parce que j'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils font. Et j'ai fait dans le passé pour Vogue français, quand j'ai fait des photos de mode, j'ai créé des scènes comme ça sur la plage, qui sont dans le livre il y a 2 ou 3, Un monde sans hommes. C'est une récréation, mais j'ai fait ça toujours, dernier week-end de Cannes, parce que c'est là, s'il y a du soleil, mais ça, c'est une autre question, hein. Souvent il n'y a pas. Et qu'est-ce que vous allez faire alors avec le petit appareil que nous sommes allés acheter tout à l'heure? Ah alors ça, je ne peux pas vous dire. Je voudrais l'amener où il est vraiment interdit. Oui, vraiment. Oui. Ouais, enfin, j'espère que... Vous avez on verra. Ça, c'était amusant. Hein. Ouais. Mais c'est destiné à la publication, genre de photos interdites? Vous avez des archives secrètes? Non, j'ai certaines archives, j'ai certaines photos que je n'ai pas toujours... où j'ai le droit de publier, mais je n'ai pas encore publié. Non, il y a toujours une arrière-pensée. Alors, il y a toujours un univers curieux. Il fut un temps où vous ne pouvez pas vous déplacer en voiture sans avoir des chaînes, des fouets, des cagoules, enfin des artifices sadomasochistes dans votre voiture. Est-ce que ça remonte à votre enfance, hein, ou pas du tout? Un peu. Mon frère, qui a 10 ans plus que moi, quand on était à la maison de mes parents, je me rappelle bien quand j'ai eu, je ne sais pas, 8 ans, même pas, il a eu 17 ans, j'ai eu 7 ans, il m'a amené un coin de la Townsendstrasse, où il y a un grand magasin qui s'appelle le KDV, qui existe toujours, qui était très célèbre à Berlin. Et là, il a dit, regarde cette femme, il y avait une femme qui s'appelait, on a appelé l'Erna Rouge, parce qu'elle était de cheveux roux, des bottes rouges et une cravache. Alors, bien sûr, c'était la première fois que j'ai vu ça, et c'est mon frère qui m'a lancé dans cette image. Ouais. Depuis, vous avez un peu terminé avec le sadomasochisme, vous allez remettre ça? Non, mais là, j'ai été demandé à faire une série de photos basées sur le sadomasochisme pour une magazine italien avec une jeune actrice italienne. Et j'ai accepté parce que c'était tellement difficile. J'ai fait il y a 3 semaines cette photo à New York. Parce que je ne voudrais pas me servir des cravaches, je sais pas, c'est trop démodé. C'est banal, oui. C'est fini. C'est fini. Les gens, les amateurs le font à la maison. Mais ça, c'est leur affaire. Mais faire des photos de ça, c'est plus drôle. Et je crois c'est très bien marché. Et je le mets dans une exposition. Il y a une partie, 4 photos de ça. Elles sont très dures. Mais je crois que ma femme, elle est une très bonne juge. Et elle n'est pas du tout dans cette... elle ne fait jamais des photos comme ça. Elle est plutôt elle était toujours une fille... sage et portraitiste? Non, elle était actrice toute sa vie. Ouais. Elle est devenue... à Paris, elle est devenue photographe parce qu'elle ne peut pas jouer le théâtre. Et à cause de complications de langue. Elle a trouvé ça extraordinaire. Et toujours, quand elle aime des choses comme ça qui sont un peu osées, et elle est un bon écho. Hein. Pour moi, c'est très, très, très important qu'est-ce qu'elle pense. Nous ne sommes pas toujours d'accord. C'est un très bon juge, donc. Oui, je crois. Vous tenez compte de son avis? Oui, pas toujours. Retravailler des œuvres inscrites dans l'histoire, et de les colorier et de les... Moi, je ne suis pas pour. Vous n'êtes pas pour? Ah non. Et il y a beaucoup de gens. Mais il y a même maintenant une pétition faite par un groupe d'acteurs de cinéma hollywoodien au gouvernement américain pour empêcher les gens de faire ça. Vous réagiriez comment, vous, si un jeune artiste avait la prétention de peindre ou de colorier vos photos noir-blanc? Mais s'il fait ça pour lui-même, il ne se sert pas pour les vendre ou pour les publier, ça c'est son affaire. Mais je poursuivrai, parce que
avec un avocat, cette personne. Vous avez eu, il y a quelques années, un infarctus. Ça a un tout petit peu changé votre vie, puisque avant vous étiez amateur de sport, après vous en êtes foutu. Ça a changé beaucoup de choses? Oui, ça a changé toute ma vie. Toute ma vie. Est-ce que depuis... Ça fait longtemps déjà, ça fait 12 ans, je sais pas, 60 ans, c'était. Vous avez peur de la mort depuis? Non, mais je suis dans un état physique beaucoup mieux que j'étais avant. J'ai arrêté à fumer, je me couche à la bonne heure, et ça va beaucoup mieux après. Ça marque, quand on a un truc comme ça, et on n'est pas sûr si on va vivre ou mourir, ça ne passe pas juste comme ça. Tout à l'heure, vous aviez dit que l'homme était ridicule avec son zizi. Pourtant, vous avez fait des photos de vous-même avec des électrocardiogrammes. Vous étiez nu, quoi. Ouais, mais j'ai dit à ma femme, j'ai dit, il n'est pas très grand, hein. Mais tant pis, le public emmène. J'ai pas eu le temps pour m'occuper. Bon alors, pour finir, est-ce que pour la dernière fois, vous allez nous donner le sujet de... Non. Non, bon, d'accord. Helmut Newton, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, on se retrouve la semaine prochaine. Helmut Newton, bonsoir, merci.